c'est un spécialiste des cultures africaines et égyptiennes depuis plus de 3 ans, 4 ans déjà. Il fait ici une chronique qui s'appelle Ida Missou. On va voir un petit peu le générique quand même. C'est parti. Misso, je suis un spécialiste des langues africaines. Je suis sûr qu'il a été sensible à ce que vous avez dit. Bonjour, Jolo. Bonjour, mais d'abord spécialiste de notre langue, aussi, notre langue maternelle. Mais c'est un ensemble, c'est la même famille, c'est la même continuité de langue. Voilà. Alors, depuis, c'est moi qui ai beaucoup insisté pour qu'il vienne parce que je sais qu'il est en train d'écrire un ouvrage. Il a publié il y a combien, 3 ans maintenant? 6 ans. 6 ans déjà, ça fait. Ah bon, ça va passer vite. Hein. Mais oui. Roussicam 1 et le Roussicam 2, il est en chantier. Il est en chantier. Oui. Et donc, non, je n'ai pas disparu. Simplement, c'est un travail d'écriture qui demande beaucoup de recherche, qui demande aussi beaucoup de calme. Et de concentration. Voilà. Et c'est une vie de moine, oui, quasiment. Oui. Non, mais c'était un temps nécessaire pour faire mûrir tout cela, parce qu'on tient compte aussi... je tenais à prendre en compte les remarques faites à propos du premier ouvrage, de façon à avoir une écriture encore plus fluide et vraiment faire un vrai travail de pédagogie, de manière que ça soit vraiment accessible au plus grand nombre. Mais là, vraiment, on donne la touche finale concernant la recherche sur les origines de notre langue. Oui. Et après, il nous restera un tome 3 à faire, mais ça sera plus facile. Oui, mais le tome 3, c'est un dictionnaire, donc premier dictionnaire étymologique de notre langue. Alors, la grosse polémique depuis plusieurs mois, c'est bien sûr le fait que vous parlez, tu dis particulièrement la langue dite créole. Oui. Alors, explication, parce que il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire la langue dite créole, puisque le point de créole et pas autre chose. Bon, alors, première chose, il faut bien se rendre compte que les définitions qu'on donne sur notre langue n'englobent même pas 10 ou 15% de ce que notre langue est réellement. Ça veut dire qu'on se cantonne à ce qu'on peut ou ce qu'on croit savoir d'elle au cours de ces 300 dernières années, oui. Alors que, en fait, notre langue témoigne de plus de 300 000 ans d'histoire. Parce que dans notre langue, il y a des mots qui viennent de la préhistoire, il y a des verbes qui viennent de la préhistoire, il y a des mots, de la grammaire, tout ça, ça vient de l'égyptien ancien. On voit comment ça a muté, il y a des termes qui ont muté, les mutations qu'on observe dans le copte figurent dans notre langue. Ensuite, quand cette langue continue d'évoluer en Afrique de l'Ouest, eh bien, toutes les mutations-là, on les a aussi. Et donc, si vous vous cantonnez à la définition du créole, ce n'est pas notre langue. Notre langue, c'est beaucoup plus. Et la deuxième chose, c'est que on se trompe sur ce qu'est notre langue et sur comment elle s'est constituée. Donc, ça ne correspond pas. Donc, on dit que c'est une langue créole, mais en fait, la majeure partie des gens qui l'appellent créole ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'est notre langue. C'est pourquoi il faut mettre le mot créole n'était pas approprié aux Guadeloupéens, aux Africains, d'origine, les gens. La première chose qu'ils ont désignée par le terme créole, c'est une vache. C'est une espèce bovine. Une vache, oui. Voilà. Et surtout en Haïti, c'était manifeste. Et c'était une façon aussi de railler le langage des Africains de cette époque-là, parce que, en fait, on assimilait leur façon de s'exprimer, qui n'était pas comprise par les Européens, au beuglement de la vache. Donc, voilà, c'est pas flatteur non plus. Et puis, dans ce qu'on appelle créole, et que tout le monde, une bonne partie des personnes présentent comme quelque chose de merveilleux, une création harmonieuse où on a tenu conseil pour... Non, c'est de la souffrance. Ça traduit vraiment comment on a déconstruit une partie de l'humanité pour lui imposer une vision du monde qui n'était pas la sienne, un univers qui n'était pas le sien. Et en fait, la langue traduit la souffrance de nos ancêtres quand ils se sont retrouvés dans cet univers. Parce que quel que soit l'endroit où ils pouvaient regarder, devant, derrière, à droite, à gauche, par terre, c'était l'univers carcéral de la plantation. Et même le ciel, ils se sont appropriés avec l'imposition d'une vision occidentale de la religion.
Vous voyez? Donc, en fait, ça traduit ça. C'est parce que tous les peuples, un peuple n'attend pas sur un autre pour savoir comment désigner ses mains, ses yeux, le soleil, la terre, tout ça. Mais quand vous arrachez un peuple à sa terre et que vous l'emmenez dans un univers et que tout est déjà défini par vous, eh bien, il n'a plus cette possibilité de traduire son univers à sa manière, selon sa vision du monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les mots qui existent déjà. C'est comme ça que la langue qu'on appelle créole a démarré. Vous voyez, les Français, ils ont colonisé d'autres territoires. Ils ont colonisé le Mali, le Niger, le Tchad et tout ça. Et pourquoi dans ces territoires-là, il n'y a pas eu d'apparition justement de cette fameuse langue dite créole? C'est parce que les gens sont restés sur place avec leur tradition, leur environnement, et ils ont continué à traduire leur environnement. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu générer des formes de ce qu'on pourrait appeler un créole. C'est l'acte de déracinement qui donne naissance. Alors, quand certains disent, par exemple, que, pour reprendre le mot, que dans la langue créole, il y a beaucoup de mots français, donc le créole, ça vient du latin, ça vient du français, ça vient, etc., etc. Alors, moi, je suis très à l'aise avec ça. Je vais vous dire, on se trompe sur la façon de faire la recherche sur notre langue. La majeure partie, si ce n'est pas tous, des linguistes et des chercheurs sur notre langue qui pratiquent ce qu'ils appellent aujourd'hui la créolistique, pratiquent ce qu'on appelle la méthode descriptive. Ce sont des descriptivistes. Ils décrivent ce qu'est la langue. Oui. Mais la seule méthode linguistique qui permet de connaître l'histoire d'une langue, l'origine d'une langue, c'est la méthode comparative. Et quand je dis la méthode comparative, il faut enlever tous les mots d'emprunt. Vous voyez, la pirouette qu'on fait en disant que ce sont des apports. La linguistique ne connaît pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Il y a des emprunts. Et s'il y a des emprunts, ça veut dire qu'il y a une langue qui a emprunté au français. Et il faut questionner cette langue-là. Il faut la chercher. Donc, la première des choses à faire, c'est enlever tous les mots français. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous enlevez les mots français, que vous retrouvez l'essence de la langue. Généralement, quand on fait ce type de travail sur une langue donnée, on a à peu près 12-13% de la langue qui nous reste. Ouais. Et sur ça, on va travailler pour reconstituer la langue à l'initiale. Et fort heureusement pour nous, ce qui nous reste de la langue dépasse les 40%. Donc c'est pour vous dire que l'échantillon, il est vraiment solide. Alors, je vais donner un autre exemple plus concret. Je me souviens avoir reçu ici... je crois qu'elle était camerounaise ou congolaise. Congolaise qui ne parlait pas du tout le créole. Elle parlait la langue de son pays natal. Et elle a fait quelques semaines ici. Et elle m'a dit, parce qu'elle me l'a dit personnellement, puisque j'ai son livre, que rien qu'avec ce qu'elle savait de sa langue, elle a pu retrouver l'essentiel, l'écosystème du créole. Comment expliquer ça? Mais c'est la pensée symbolique. Voilà un aspect pour lequel je milite. Il faut qu'on étudie notre pensée symbolique. Parce que notre pensée symbolique... Il faut expliquer ce qu'est la pensée symbolique. Je vais expliquer. Oui. C'est comme l'ADN, ça ne disparaît jamais. Et c'est un phénomène qui s'est créé depuis la préhistoire, donc plusieurs dizaines de milliers d'années. Et c'est encore en nous. Nous pensons le monde comme nos ancêtres, jadis, pendant la préhistoire, en Égypte, ensuite, dans l'Empire mandé, dans les royaumes Congo. La pensée symbolique, c'est quoi? C'est l'acte par lequel l'homme accède à la parole, parce que l'homme ne naît pas avec la parole. Mais c'est la façon que l'homme a de traduire son environnement en sons, en mots, en phrases. C'est-à-dire que c'est la nature qui nous a appris à parler. On a entendu les oiseaux chanter, on a entendu le vent dans les arbres, on a entendu les branches qui se cassent, on a entendu le vent, l'écoulement des eaux. On a vu les animaux se comporter entre eux. Et on a déduit certaines attitudes. Et sur ces attitudes, on a mis des sons. Et en mettant en associant une idée à un son, vous créez un mot. Parce que vous lui donnez une définition. Et à partir de ce moment-là, commence la langue. La langue que nous parlons aujourd'hui a commencé avec 10 sons. 10 primo-lexèmes. Et vous regardez comment elle est complexe aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce caractère-là qui, en définitive, dit d'où vient une langue. Alors, il y a encore un autre principe que dit la méthode comparative. Si deux langues sont apparentées, si l'une vient de l'autre, alors ça veut dire qu'elles ont toutes les deux un ancêtre prédialectal, c'est-à-dire une langue
un ancêtre qui était parlé à la préhistoire. Et en utilisant ces deux langues, il est possible de reconstituer cet ancêtre. Mais on connaît l'ancêtre du français, c'est le latin. Donc ça voudrait dire que notre langue et le latin, eh bien, il est possible de montrer une parenté génétique. Pourquoi nos linguistes ne l'ont jamais fait? C'est parce qu'ils savent très bien. Beaucoup d'entre eux sont des latinistes et des hellénistes. Donc il ne suffit pas de s'ingénier à faire des comparaisons entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout ça. Ça a son utilité, mais ça ne nous met pas en danger. Ce qu'il faut, c'est prendre notre langue, comparer avec le latin, comparer avec le grec, comparer avec, je ne sais pas moi, le sumérien, comparer avec l'égyptien ancien et voir d'où sort la parenté. Et moi, je vous dis que la parenté, elle sort avec l'égyptien ancien. Alors tout à l'heure, Anissa disait qu'elle avait pris un mot de Zoulou pour créer son association. Est-ce que c'est quelque chose de surprenant? Non, ce n'est pas surprenant. Je vais vous dire... toutes les langues que nous parlons aujourd'hui continuent ce même ancêtre prédialectal apparu à la préhistoire. Donc, comme c'est la même famille de langues, ben, c'est comme si, par exemple, vous allez dans une commune de la Guadeloupe, on dit Gouillave, vous allez dans une autre, on dit Goyave, et on autre cas dit Goyave. Mais qu'est-ce que ça change? C'est la même racine, c'est les mêmes concepts, c'est simplement la façon de prononcer. Et cette différenciation se fait naturellement parce que les gens vivent dans des espaces qui sont séparés. Je vous dis un truc, si nous n'avions pas la télévision et la radio aujourd'hui, vous verriez qu'en Guadeloupe, on aurait différentes façons de parler. De commune en commune, les gens parleraient une forme de notre langue qui est différente. Ce qui a fait l'unité, comme pour le français d'ailleurs, c'est le fait qu'on ait la possibilité tous d'entendre une même version, quel que soit l'endroit où on allume la radio, où on allume la télé. Encore on dit cheval, cheval. Cheval aussi. Oui, ça dépend des endroits. Hein. Ça dépend des endroits. Oui, mais ça il faut se souvenir que de ce qui a construit notre pays, des Congos, des personnes originaires du pays mandé, donc des Bambara, des Fonds. Et donc chacun a une façon de prononcer en fonction de l'accent qu'il a hérité de ses ancêtres. Et c'est encore en nous. Alors, on ne va pas tout faire, mais enfin, quand on me pose une question générale, je me souviens, lors d'une émission, tu as expliqué que notre carnaval, ce qu'on appelle le carnaval, qu'on dit qui vient de la religion catholique, finalement, au fond, c'était complètement faux, ça. C'est pas simplement de dire que c'est faux. Il faut comprendre pourquoi ça apparaît. En fait, il n'y a pas de civilisation sans calendrier, et un calendrier a ses rites. En fait, le carnaval célèbre le jour de l'an. C'est une célébration dont la vocation est de sceller l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut purifier les rapports entre personnes d'une même communauté pour mieux vivre ensemble. Et donc, cette purification-là, c'est le carnaval. Et c'est normal que ça se termine, parce qu'en fait, on rejoue les mythes de l'Égypte. Hein, c'est ce qu'on refait dans toutes nos célébrations-là, qu'on croit si éloignées. C'est ce qu'on refait. Et en fait, ça sert à purifier les relations de telle manière que les gens puissent toujours vivre ensemble. C'est comme pour le bain des marées, c'est comme pour la façon qu'on a de fêter la Noël. Beaucoup des éléments que vous retrouvez dans le Noël chrétien viennent d'Égypte. Et dire ça comme ça, les gens vont penser que c'est un égyptocentrisme. Non, c'est simplement des faits, c'est l'histoire de l'humanité. Ce qui arrive, c'est que les Européens, à la suite de Champollion, ils ont sorti toute une série de termes qu'ils ont reconstruits à leur manière, selon l'alphabet qu'avait cru identifier Champollion, qui a fait un travail remarquable. Mais ces mots-là n'existent pas dans la vraie vie. Ramsès, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui s'appelle ni Hatshepsut, ni Ramsès en Afrique. Ça n'existe pas. Oui. Par contre, si vous cherchez Mossiré, vous allez trouver. Oui. Vous voyez, si vous cherchez Camara, vous allez trouver. Oui. C'est ça les vrais noms. Juste un dernier petit mot et ce sera bon le final. Je disais que tout à l'heure, dans notre langue, il y a des mots, vocabulaire français, vocabulaire espagnol, etc. Mais il y a aussi des mots d'origine africaine. Mais il y a majoritairement des mots africains. Et la syntaxe, et surtout, je voulais dire, sur la syntaxe aussi, on peut dire que la syntaxe... Oui, c'est pourquoi je parle de pensée symbolique.
qu'est-ce que c'est que notre langue? C'est le dernier stade connu de l'égyptien ancien. C'est-à-dire que l'égyptien ancien est devenu le copte. Le copte a donné naissance à des dialectes qu'on parle dans le pays mandé, le bambara et tout ça. Et après, eh bien, nous, où est-ce que le bateau a pris nos ancêtres? Dans le pays mandé, dans le pays Congo. Donc, quand ils arrivent avec ces langues-là, ils arrivent avec le dernier stade connu. Simplement, c'est la première fois qu'on voit qu'une langue africaine se fait coloniser par une langue européenne. Donc, les mots ont été remplacés, je vous ai dit, parce qu'on a imposé à nos ancêtres un univers qu'ils n'ont pas pu traduire avec leurs propres mots, mais avec les mots qui existaient déjà et qui étaient définis par le système de plantation. Mais en dehors de ça, c'est une langue, la syntaxe est africaine, le lexique est africain, en grande majorité. Vous avez des phrases qui n'ont aucun mot de français. La semaine dernière, j'étais en Martinique pour une conférence et je leur disais, voilà une phrase qu'on peut dire aujourd'hui chez vous. Mandio tibolom tala, c'est en mapipi. Et bien dans cette phrase, il n'y a pas un mot de français. Donc, si notre langue, c'est à une base lexicale française, on ne devrait pas faire un pas sans pouvoir mobiliser un mot français. Et pourtant, il y a une infinité de phrases dans notre langue qui ne mobilisent aucun mot français. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On se reverra, j'espère. Oui, très bientôt. Oui. Et on va montrer qu'aujourd'hui, notre langue, on l'a inscrite dans une histoire beaucoup plus longue parce que, par exemple, quand on prend le premier pronom de notre langue, on va expliquer comment cela s'est construit. Quel est le premier des pronoms dans notre langue qui est apparu et comment ça se construit? Le en. Le en. Oui. Et comment on arrive à mou, mo, moins, man. Voilà. On va montrer que c'est une continuité historique sur plusieurs millénaires qui donne naissance à cette langue. Et le plus ancien, c'est le en. Merci. C'est moi. On dit Otep.